Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être avec vous et de vous voir aussi nombreux ce soir pour vous parler en effet de l'intelligence artificielle au service de la biologie. Alors on va commencer par quelques définitions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'intelligence artificielle ? Et en fait, c'est un terme qui regroupe un nombre d'approches très vastes, mais qui se distingue de ce qu'on va appeler de la programmation traditionnelle par la manière dont on va traiter les données et ce qu'on appelle un programme. En gros, en programmation traditionnelle, on a un programme qui a été codé par des ingénieurs. On lui donne des données et puis le programme instruit l'ordinateur pour faire des calculs et produire un résultat. Ça, c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et de plus en plus, on voit de l'apprentissage automatique où, en gros, on inverse un peu le problème. On donne toujours les données en entrée, mais on donne aussi le résultat attendu en entrée. Et ce qu'on va demander à l'ordinateur, c'est de déduire le programme. Alors comment est-ce qu'on fait ça de manière concrète ? En fait, il y a beaucoup de manières de faire ces programmes et de demander à l'ordinateur de les générer. Et ce qu'on voit quand même de plus en plus être adopté, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones, où ça va être des programmes qui vont mimer un petit peu l'architecture du cerveau, comment les neurones sont interconnectés. Donc on va donner à l'entrée de ce réseau de neurones nos données, et puis en sortie le résultat attendu. Et ce que l'ordinateur va faire, c'est apprendre en fait tous les paramètres, tous les poids de ces connexions pour arriver de l'entrée à la sortie. Alors, quand est-ce que ces approches sont pertinentes ? Quand est-ce que l'IA est utile ? Il y a une première chose qui a été reconnue tôt par notamment les Google, les Facebook, etc. C'est que l'IA est très utile pour résoudre des problèmes que des fois nous savons nous-mêmes résoudre très facilement, mais on n'arrive pas à les formaliser ou à les expliquer très bien. Et un exemple typique de ça, c'est la reconnaissance d'images. Tout le monde arrive à dire que ça c'est un chat, mais si je vous demande exactement comment est-ce que vous faites pour dire que ça c'est un chat, si vous devez le formaliser en disant que ah oui ça c'est une oreille, mais une oreille c'est quoi ? C'est 3 pixels clairs, 1 pixel sombre, etc. En fait, c'est très très dur à formaliser et à avoir un système formel robuste pour faire ce genre de choses. En revanche, avec des réseaux de neurones, on arrive en fait très facilement à apprendre le programme qui est capable de faire ça. Et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, dont la reconnaissance du langage, etc. C'est aussi très utile pour tout un tas de problèmes dans lesquels en fait, nous n'avons pas d'expertise. Là, vous avez une séquence d'ADN. Si je demande à quiconque dans la salle, même des experts de la biologie, de me dire qu'est-ce que c'est que cette séquence et qu'est-ce qu'elle fait, je peux parier qu'il n'y a strictement personne qui est capable de le faire. En revanche, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir entraîner des modèles capables de reconnaître certains motifs dans ces séquences et capables ensuite de faire des prédictions sur leurs fonctions. Il y a quand même un point important à mentionner, c'est qu'on est capable de faire cet apprentissage que si on a suffisamment de données pour. C'est assez facile de comprendre que si, pour apprendre le programme qui est capable de relier les données d'entrée et de sortie, s'il y a très peu de données d'entrée et très peu d'exemples de sortie, eh ben, l'ordinateur il n'a juste pas l'information nécessaire pour générer ce programme. Alors, il se trouve qu'en biologie, ce problème de quantité de données, c'est quelque chose qui a changé très rapidement au cours des dernières décennies, grâce à notamment des nouvelles technologies. Mais avant d'arriver là, j'ai juste oublié, je voulais vous parler quand même de différents types d'apprentissage automatique qui sont tous les deux utilisés aussi en recherche en biologie. Celui dont j'ai parlé plus directement, en fait, ça correspondait principalement à ce qu'on va appeler de l'apprentissage supervisé. Je vous disais, on a des données d'entrée et puis des données de sortie, et on apprend le programme qui fait le lien entre les deux.
Un exemple là, par exemple, ça va être de classifier des tumeurs. On a des tumeurs de différentes tailles, de patients de différents âges, et puis il y en a certaines qui vont être malignes et d'autres qui vont être bénignes, et puis on peut entraîner un classifieur qui va nous dire si c'est de ce côté-là, ça va, si c'est de ce côté-là, ça ne va pas. Seulement, en fait, l'apprentissage supervisé peut être très utile dans tout un tas de problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes où on ne connaît pas forcément la sortie attendue, où on a énormément de données, mais en fait, ce qu'on cherche à faire au fond, c'est reconnaître des motifs dans ces données. Et c'est ce qu'on va appeler de l'apprentissage non supervisé. Donc un exemple classique, ça va être un jeu de points comme ça, et faire en sorte que l'ordinateur soit capable de reconnaître qu'il y a différents groupes qui sont plus liés entre eux que d'autres. Et il y a aussi en fait des combinaisons de ces deux modes d'apprentissage, et de manière très simple, en fait, c'est la manière dont nous, en tant qu'hommes, nous apprenons aussi. Un enfant a pu voir des chats, il a vu des chiens, et grâce à une forme d'apprentissage non supervisé du cerveau, il arrive à comprendre que ce n'est pas tout à fait le même animal, et puis une fois ou deux, quelqu'un va lui dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, et il va directement comprendre que ce qui correspond à ce groupe de points verts, c'est un chat. Donc en fait, c'est la manière dont on apprend, et de plus en plus aussi, on utilise ce qu'on va appeler des apprentissages non semi-supervisés, où on a l'ordinateur qui apprend à reconnaître des structures dans les données, et puis par derrière, on peut avoir quelques couches d'apprentissage supervisé pour faire des prédictions à partir de ça. Alors, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler de biologie et de comment est-ce que ces concepts sont utiles et utilisés en biologie. Déjà, quand on parle de biologie, de quoi on parle? En fait, on parle de l'étude des mécanismes fondamentaux du vivant. Ces mécanismes ont lieu à tout un tas d'échelles. On peut un peu regarder cette hiérarchie du vivant. On part d'atomes qui s'assemblent en molécules, qui composent des macromolécules comme l'ADN, qui instruisent le fonctionnement d'une cellule. Les cellules s'assemblent en tissus, en organes, en organismes, et puis après, en allant sur des échelles encore plus grandes, les organismes vivent au sein de populations, au sein de communautés, au sein d'écosystèmes, et au final, on a toute la biosphère. Et on va voir qu'en fait, à chacune de ces échelles, il y a maintenant des utilisations évidentes de l'intelligence artificielle. On va se concentrer, parce que je ne peux pas parler tout dans cette présentation, principalement en fait, sur les premières échelles ici, de la molécule jusqu'à la cellule et au tissu. Et en fait, une grande partie de ce qu'on appelle la biologie peut se résumer dans cette équation très simple, qui est on va essayer à partir d'une séquence d'ADN, ce qu'on va appeler le génotype d'un organisme, quel est son génome, à partir de dans quel environnement il évolue, définir, prédire son phénotype. Est-ce que cette séquence d'ADN correspond à un chat, à un homme, à une bactérie, à un dinosaure? Et même au sein de ça, en fait, au sein d'un homme, quels vont être ses traits physiques, quelles vont être ses capacités à répondre à une infection? L'environnement peut inclure aussi des interactions avec d'autres organismes, dont des virus, des bactéries, et comment est-ce qu'on est capable de réagir à tout ça. En fait, vraiment, la majorité de la biologie, ça va être d'être capable de résoudre cette équation. Vous comprenez que c'est une équation extrêmement complexe, parce qu'il y a des mécanismes sous-jacents extrêmement complexes et inconnus qu'il faut découvrir. Et ça va être, on comprend immédiatement que c'est une tâche extrêmement ardue d'entraîner directement des modèles pour faire ça. Il va falloir découper le problème en plus petits morceaux. Alors quand même, on a de plus en plus de données pour y arriver. Et grâce à de nombreux progrès technologiques, et en particulier les progrès sur le séquençage de l'ADN. Là, c'est un graphique du National Institute of Health américain qui montre comment, depuis les années 2000, le coût du séquençage du génome humain a drastiquement chuté, en particulier rapidement autour des années à partir de 2007. On a eu des nouvelles technologies de séquençage qui sont arrivées. Et maintenant, ça coûte en gros 500 000 € pour séquencer un génome humain complet.
Donc on a une explosion de données qui va quand même nous permettre de commencer à faire certains apprentissages. Mais comme je vous disais, le vivant, c'est extrêmement complexe. Et à partir simplement d'une séquence d'ADN, de cet enchaînement de lettres ATGC, il va falloir réussir à décrire, à comprendre, à modéliser comment est-ce qu'on assemble une cellule, comment les cellules s'assemblent en tissu pour au final donner des organismes complexes. Alors pour un peu mieux comprendre comment ce processus fonctionne, et avant de rentrer sur vraiment comment l'IA va nous aider à répondre à ces questions, j'aimerais rappeler ce qu'on appelle le dogme central de la biologie, qui a été expliqué en premier par Francis Crick en 1956, et qui en fait montre que le flux d'informations qui va de notre séquence d'ADN, de notre génome, jusqu'à la manière dont notre organisme est construit, suit une certaine direction. Donc on part de l'ADN, de notre génome. On voit là les flèches tracées à l'époque à la main par Francis Crick. L'ADN va être ce qu'on appelle transcrit pour produire de l'ARN, ces fameux ARN messagers qui portent le message des gènes. Et ces ARN messagers vont ensuite être traduits pour faire les protéines, qui sont en fait ces petites machines qui construisent, organisent la cellule et l'organisme. Mais l'information, en fait, va jamais dans l'autre sens. Et pour vous montrer un petit peu la tâche à laquelle s'attaquent les biologistes, je vais vous montrer quelques petits films très intéressants qui illustrent de manière assez réaliste certaines de ces étapes de ce dogme central, dont la réplication de l'ADN. On voit cette flèche de l'ADN qui revient sur lui-même. C'est les cellules, quand elles se divisent, et bien chaque cellule hérite du contenu du génome, du contenu génétique, donc il doit être répliqué et partagé entre les cellules. On a ensuite cette transcription et la traduction des protéines. On a une petite vidéo, alors je vais voir, est-ce que ça marche? Oui. Ah zut, voilà, je suis passé trop vite. Hop, elle se relance. Non, je ne vais pas y arriver. Je crois que je vais devoir le faire comme ça. Voilà, c'est des vidéos qui ont été réalisées par ce chercheur, Drew Berry. Donc là, on voit bien la double liste d'ADN qu'on a un peu déroulée pour voir plus concrètement de la manière dont elle est composée, avec ce squelette de phosphoribose et ces bases ici, ATGC, qui en fait codent pour notre information génétique. Alors la manière dont la réplication de cette double hélice fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant et fascinant et qui est très bien illustré dans ce film, où on a cette protéine bleue là, qui tourne à la vitesse d'un réacteur d'avion. Je crois que c'est censé être représenté à une vitesse à peu près réalistique ici. Et on voit, elle déroule pour ouvrir l'ADN. Et derrière, on a tout un mécanisme qui va donner un brin et puis l'autre à ce qu'on appelle la polymérase, qui va en gros recopier le brin. Et une fois que ça s'est fait, en fait l'ADN ne reste pas non plus nu dans la cellule. Il est compacté par différentes protéines qui s'attachent, ce qu'on appelait notamment les histones. Et donc l'ADN qui s'enroule autour des histones, c'est ce qu'on appelle un nucléosome. Et ces nucléosomes eux-mêmes vont s'assembler, se compacter pour former ce qu'on va appeler de la chromatine. Et l'ensemble, en fait, forme des chromosomes. Donc là, je crois que le film va montrer ça un petit peu en zoom out. Donc tout cet ADN se situe à l'intérieur d'un noyau de notre cellule, un compartiment avec une membrane autour. Et on va voir la manière dont cette réplication, donc une fois que tous les chromosomes sont répliqués, il y a des signaux qui vont être émis et qui vont permettre après à des microtubes de s'assembler et de tirer en fait chaque chromosome pour séparer les paires de chromosomes et de tirer chaque morceau dans une cellule fille afin que les deux cellules héritent de toute l'information génétique. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, la cellule peut se diviser et on récupère deux cellules. Et alors, tout ça, c'est orchestré, bien sûr, par toute une machinerie moléculaire extrêmement complexe. Donc, je vous parlais de microtubes, en fait, qui vont s'assembler, qui vont à des endroits précis sur les chromosomes, qu'on appelle les kinétochores. Et puis, on a toute une machinerie moléculaire qui va permettre de signaler à ces microtubes est-ce que le chromosome est prêt ou pas
à la division cellulaire. C'est des décennies et des décennies de recherche qui ont permis de décrire tous ces mécanismes sans contribution de l'IA, même si on va bientôt parler de comment l'IA contribue maintenant à notre compréhension de tout ça. Donc c'est vraiment des machineries assez fantastiques. On a les microtubes qui tirent sur le chromosome, qui sentent la pression. Il y a des molécules qui signalent est-ce que le chromosome est prêt ou non à être séparé. Et puis on a ces moteurs moléculaires qui s'attachent sur les microtubes, et puis qu'à un moment donné, une fois que le chromosome est prêt à être séparé, le signal se déclenche ici. Les molécules signal en fait sont transportées par ces petites molécules qui ressemblent vraiment à ça. Hein. C'est une animation réaliste qui montre ces petits, on dirait des petits bonhommes avec des pieds, mais c'est vraiment à ça que ça ressemble, les dynéines qui vont transporter ces molécules messagers le long des microtubes. C'est pour vous donner un peu un sens de la complexité de toute cette machinerie moléculaire, et du fait aussi que il va falloir réussir à comprendre, décrire les comportements de chacune de ces molécules afin de pouvoir faire des modèles qui vont nous donner un pouvoir de prédiction sur le comportement de la cellule. Donc là, on a vu la réplication de l'ADN. Une autre petite animation, cette fois-ci, sur la transcription de l'ARN. Donc comment à partir de l'ADN on va exprimer les gènes. Donc ça commence par, en fait, il faut d'abord ce qu'on va appeler un facteur de transcription qui doit reconnaître un endroit sur la fibre d'ADN où il y a un gène qui commence. Et une fois qu'un endroit est reconnu, ce facteur de transcription va recruter en fait toute une machinerie moléculaire, tout un complexe de protéines qui va permettre, quand tout est prêt, de déclencher la transcription. Je crois qu'on va bientôt voir le départ. Attention, voilà. Donc, des fois, on a d'autres protéines attachées ailleurs qui permettent de faire ce déclenchement. Et puis, paf, ça part. Et puis, ça va réellement très, très, très vite. Là, c'est aussi à des vitesses assez réalistes. On a cette polymérase ARN qui donc parcourt l'ADN à toute vitesse et qui copie cet ADN, mais sous forme, cette fois-ci, d'ARN. Donc on passe de l'acide désoxyribonucléique à l'acide ribonucléique. C'est une petite différence chimique entre les deux. Et on produit ces longs ARN messagers qui, en fait, portent l'information des gènes et l'information nécessaire à la production des protéines. Et finalement, la fin du dogme central, la traduction des protéines. Donc on a ces ARN messagers qui d'abord doivent sortir du noyau de la cellule et qui doivent ensuite être reconnus par une autre grosse machine moléculaire extrêmement importante qu'on appelle le ribosome. Donc là on a vu le ribosome s'assembler, qui détecte le début du gène, et ensuite qui va recruter, vous voyez là ces petites molécules jaunes là, qui vont et qui viennent, qui sont là attachées à ces points rouges, c'est ce qu'on appelle des ARN de transfert. C'est des petites molécules qui vont porter les briques fondamentales des protéines, qu'on appelle les acides aminés, et qui vont amener les acides aminés dans le ribosome, et qui vont permettre de décoder le message porté par l'ARN messager. Et donc là, je pense qu'on va le voir là. Donc on a le ribosome. Là, on voit ces ARN de transfert qui apportent au sein du ribosome les acides aminés, et puis les acides aminés qui sont assemblés par le ribosome pour produire petit à petit la protéine. Voilà. Donc de cette manière, on assemble ces chaînes d'acides aminés qui, suite à ça, doivent encore se replier pour finir la production de la protéine. Elle se replie d'abord dans ce qu'on va appeler des structures secondaires. Elles vont former comme ça des hélices ou ce qu'on va appeler des feuillets bêta, comme ceci. Ça s'assemble ensuite dans ce qu'on s'appelle ces structures tridimensionnelles. Et puis ensuite, on a aussi ce qu'on va appeler des structures quaternaires, ce qui va être en fait plusieurs protéines qui vont s'assembler entre elles pour former des choses encore plus complexes. Et donc,
là, vous avez vu un certain nombre de ces protéines dans ces animations. Vous avez vu les polymérases, l'ADN polymérase, vous avez vu la gyrase qui ouvre l'ADN, vous avez vu l'ARN polymérase. Le ribosome, lui, est composé à la fois d'ARN et de protéines. Donc on a tous ces assemblages extrêmement complexes. Et comme je disais, les protéines, en fait, remplissent énormément de fonctions dans la cellule. Il y en a qui vont avoir des rôles enzymatiques, qui vont prendre une molécule et la transformer. Il y a des protéines qui sont des hormones, il y a des protéines qui jouent un rôle de moteur dans nos muscles, il y a des protéines qui sont impliquées bien sûr dans notre système immunitaire, comment on se défend contre les pathogènes, etc., etc. Alors, face à cette complexité, en fait, on comprend bien que juste la séquence du génome, ça ne va pas suffire. Il va nous falloir plus de données pour réussir à comprendre tout ça et à entraîner des modèles. Alors pour faire ça, les chercheurs ont développé tout un tas de techniques afin d'aller générer ces données à haut débit à chacune de ces étapes du dogme central. Donc, au niveau du génome, en fait, on est capable de faire du séquençage d'ADN à haut débit, comme je vous l'ai déjà évoqué. Au niveau de l'ARN, on va faire ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire on va purifier les ARN de la cellule et on va être capable aussi d'établir la séquence et leur abondance dans la cellule. Et puis au niveau du protéome, on va être capable, pareil, de purifier les protéines de la cellule et d'établir certaines activités de ces protéines, mais aussi de les quantifier et de les identifier. Donc c'est ce qu'on va appeler en fait dans le jargon ces technologies, les technologies omics. On parle de génomique, de transcriptomique, de protéomique. Il y a aussi de la métabolomique et j'en passe. Et en fait, ça regroupe tout un tas de technologies qui ont été inventées au cours des dernières décennies. Je vais passer un peu vite. C'était juste pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, le séquençage, et vous montrer un peu à quoi ça ressemble un séquenceur à ADN actuellement. Mais en gros, c'est des astuces de biochimistes qui permettent de rajouter des petites molécules fluorescentes petit à petit à l'ADN et qui nous permettent de décoder comme ça la séquence des lettres ATGC. Et ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, l'intelligence artificielle joue un rôle, déjà même avant même de nous aider à comprendre le vivant, il nous joue un rôle dans l'acquisition des données. Ça, c'est un des travaux qui avait été publiés déjà en 2017 par une équipe de Google. Parce qu'il y a un problème qu'on a quand on fait ce séquençage, c'est qu'en fait, on est capable de lire que des petits morceaux du génome. Donc on se retrouve avec tout un tas de petits morceaux du génome qui en général font une centaine de lettres et qu'il faut réassembler. Et il faut être capable, au milieu de ce puzzle, de comprendre là où il y a des mutations, là où il n'y en a pas. Et donc ça, c'est un vrai challenge, surtout quand on parle de grands génomes comme le génome humain. Et donc, l'intelligence artificielle est déjà ici capable de nous aider à assembler ces petits morceaux et à en déduire où est-ce qu'il y a des endroits avec des mutations ou pas. Une autre technologie de séquençage qui est de plus en plus utilisée et qui fait aussi appel à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le séquençage par nanopores. C'est une technologie assez fantastique aussi, où les chercheurs arrivent maintenant à faire tirer en gros un brin d'ADN au travers d'une membrane et ils détectent un courant d'ions au travers de la membrane au moment où on tire cet ADN. Et on obtient ces mesures de courant. Et vous voyez cette courbe, il faut, à partir de ce type de données-là, être capable de déduire la séquence AC, TG, CT. Et donc là aussi, ça c'est quelque chose pour un problème pour lequel l'intelligence artificielle est extrêmement utile. Et donc les entreprises qui commercialisent ces outils de séquençage ont entraîné des modèles d'intelligence artificielle pour passer de ce signal à la séquence. Ensuite, on peut parler du séquençage de l'ARN. Il y a aussi eu énormément de progrès au cours des dernières années sur ces technologies. Et en particulier, on est maintenant capable de faire du séquençage de l'ARN des cellules uniques. C'est-à-dire, on va prendre par exemple les cellules d'un tissu, on va dissocier ces cellules, on va les isoler, on va rajouter des genres de barcodes à chacune des cellules, qui vont nous permettre ensuite d'établir que dans cette cellule, il y avait par exemple ce gène numéro 1 qu'on a trouvé en 18 copies, ce gène numéro 2 en 1010 copies, etc., etc. Donc grâce à ça, on est capable de générer des données à extrêmement haut débit.
sur la manière dont chaque cellule va se servir du génome. Je vous ai dit que dans le corps humain, toutes les cellules avaient toutes les mêmes copies du génome, mais pourtant, on comprend qu'on a des cellules qui sont complètement différentes. Une cellule de cœur, c'est pas pareil qu'une cellule de peau. Comment ça se fait? En fait, elles se servent du génome différemment, elles expriment des gènes différents. Et grâce à ce type d'approche, en fait, on va être capable d'élucider cellule par cellule de quels gènes elles se servent pour se construire et construire les tissus dans lesquels elles existent. Et donc ces données à très haut débit, eh bien, on peut aussi entraîner des modèles d'intelligence artificielle dessus, afin notamment de classifier ces cellules, et puis ensuite de faire des choses plus complexes, comme prédire leur transformation. Toutes les cellules de notre corps sont produites à la base par des cellules, ce qu'on va appeler des cellules souches, qui ont la capacité de se répliquer, mais qui doivent ensuite se différencier pour constituer tous les composants de nos organes. Et donc il y a tout un programme d'exécution des gènes qui doit être suivi. Et grâce à des outils d'intelligence artificielle, on est maintenant de mieux en mieux capable de comprendre ces enchaînements et les programmes de maturation, de développement des cellules. On est aussi capable, grâce à des nouvelles technologies, d'aller regarder l'expression des gènes directement dans les tissus. C'est des technologies assez nouvelles où on peut découper un morceau de tissu, le mettre sous un microscope, et puis on va réussir, grâce à différentes techniques de biochimie, à aller détecter les ARN messagers un par un au sein des cellules. Donc ça donne ces très jolies images où ici, chaque point d'une couleur différente, ça représente l'ARN messager d'un gène différent. Et donc là, vous voyez ça. Donc ici, là, il y a deux cellules différentes. On a une cellule ici, une cellule ici. On devine le noyau. Et puis, chaque point de couleur différente représente un ARN messager différent. Donc là encore, on est capable de générer des données de plus en plus haut débit sur la manière dont les cellules expriment leur génome pour réaliser leurs fonctions. Je vous ai parlé, et vous avez vu dans la vidéo, que l'expression des gènes est contrôlée par ce qu'on va appeler des facteurs de transcription, qui sont ces protéines qui doivent reconnaître le départ d'un gène et qui doivent recruter ensuite l'ARN polymérase, doit donner le go de oui, il faut produire un ARN à cet endroit-là. Et il y a aussi tout un tas de techniques maintenant à haut débit pour détecter où est-ce que ces facteurs s'attachent. Et ces données peuvent être ensuite très utiles pour prédire la fonction de ces protéines, quels gènes elles vont contrôler ou pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est en gros capable de lier ces protéines à l'ADN et ensuite de tirer dessus et de séquencer les morceaux d'ADN auxquels elles sont attachées, et ce qui nous donne ces données. Donc derrière, pareil, on peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc on va avoir ces données expérimentales qui vont nous dire le long de la fibre d'ADN, à cet endroit-là, on a ce facteur, cette protéine-là qui s'attache, à cet autre endroit, on a cette protéine-là qui s'attache. Et maintenant, on va entraîner un modèle pour prédire, à partir de la séquence de l'ADN, quelle protéine est attachée où. Et donc, je vous parlais de réseaux de neurones, c'est typiquement ce que les gens font actuellement. Il faut d'abord prendre la séquence d'ADN, ATGC, la convertir dans un format qu'on peut donner à l'ordinateur, donc typiquement des 0 et des 1. On apprend ensuite le programme. Donc on a l'entrée, c'est cette séquence d'ADN. La sortie, c'est là où les protéines s'attachent. Et on demande à l'ordinateur d'apprendre le programme qui permet de prédire l'un avec l'autre. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'épigénétique. Quand on parle d'épigénétique, en fait, on parle d'informations qui est portée par notre génome, mais qui n'est pas portée directement dans la séquence d'ADN ATGC. C'est porté par en fait, des modifications chimiques de l'ADN et aussi par la manière dont l'ADN est compacté. Donc, vous aviez vu dans la vidéo ces histones qui forment ces nucléosomes pour former ces paquets d'ADN. Et en fait, quand c'est compacté comme ça, l'ADN n'est pas accessible. Et donc, il ne peut pas être exprimé. Les gènes qui sont à cet endroit-là ne vont pas pouvoir s'exprimer. En revanche, quand l'ADN est ouvert, là, les gènes peuvent exprimer et produire l'ARN et les protéines. Et il y a aussi des modifications qui peuvent être apportées, des modifications chimiques qui peuvent être apportées par la cellule à ces histones afin de compacter ou non certaines régions de l'ADN. Donc là encore, on a développé tout un tas de technologies qui permettent de déterminer si dans une cellule, l'ADN est fermé ou l'ADN est ouvert et à quel endroit. Donc on génère ces données, donc notamment cette technique qu'on appelle attaque sec,
Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on est capable, grâce à certaines enzymes, de couper l'ADN uniquement là où il est accessible, et ensuite on va séquencer les fragments d'ADN là où on a réussi à découper l'ADN. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples de technologies à haut débit qui ont été développées pour générer les données nécessaires aussi à l'IA. Côté protéomique, on a aussi des technologies à haut débit, dont ce qu'on va appeler, donc c'est des technologies de protéomique et qui font souvent appel à ce qu'on appelle de la spectrométrie de masse. La manière dont ça marche, c'est on va purifier les protéines de la cellule, on va les découper en tout petits morceaux. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle de la chromatographie pour les séparer en fonction de certaines propriétés. Et on va les mettre dans cet instrument qui s'appelle un spectromètre de masse qui va les ioniser et les faire partir à très haute vitesse vers une cible. Et en fonction de la manière d'où c'est dévié par un aimant, on est capable de déterminer le poids et la charge de ces molécules. Donc on arrive en fait avec ces spectres de poids et de charge. Et ensuite, il faut être capable, à partir de ça aussi, de reconstruire quelle est la liste des protéines présentes, quelle est leur abondance. Ça, c'est aussi des problèmes pour lesquels l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Donc vous avez vu tout un tas de ces technologies qu'on peut regrouper sous le terme de technologie omics. Et les chercheurs de plus en plus tentent de réunir autant que possible, de partager toutes ces données au sein de bases de données qui vont ensuite pouvoir être utilisées par toute la communauté pour répondre à leurs questions scientifiques et pour entraîner de nouvelles intelligences artificielles. Là, je vous montre juste une de ces bases de données qui s'appelle ENCODE. Et donc, vous voyez, là, il y a un peu la liste là, de tout un tas de ces technologies. Par exemple, là, je vous ai parlé de ce ChipSec, je vous ai parlé de ce AttackSec, mais il y en a tout un tas d'autres et j'ai bien sûr pas le temps de toutes vous les présenter. Une nouvelle initiative dans ce domaine, c'est un institut américain basé à San Francisco, le Arc Institute, qui vient de créer ce Arc Virtual Cell Atlas, où pareil, ils tentent de réunir tout un tas de jeux de données. Et ils incluent en particulier dans ces jeux de données ce qu'on appelle des données de perturbation. C'est des données où on va prendre les cellules et on va les perturber d'une certaine manière. En particulier, on va les perturber en allant éteindre un de leurs gènes et on va regarder la manière dont elles vont se comporter. Et ça, c'est des données extrêmement riches. On comprend que pour comprendre comment une machine marche, on peut tenter d'en enlever un morceau, de regarder ce qui se passe, et ça donne des données extrêmement riches qui permettent ensuite de déduire souvent la fonction des gènes qu'on a perturbés. Et donc, il y a aussi tout un tas de technologies qui permettent maintenant de faire ça à très haut début, d'aller perturber les gènes un à un dans la cellule et ensuite de regarder quelle va être la réponse de la cellule à ça. Et donc, grâce à ce Arc Virtual Atlas, toutes ces données commencent à être répertoriées, agrégées ensemble afin de pouvoir entraîner ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Donc vraiment, l'ambition, ils ont appelé ça le Arc Virtual Cell Atlas parce que leur ambition derrière, c'est vraiment de construire des modèles d'intelligence vraiment complets de la cellule et donc ce qu'on va appeler au final faire une cellule virtuelle dans l'ordinateur. Google aussi s'attaque au problème et ça c'est sorti tout juste il y a quelques mois. Ils ont publié ce qu'ils ont appelé le Google Alpha Genome, qui est un très gros modèle d'intelligence artificielle, qui va prendre en entrée la séquence d'ADN et puis qui va tenter de prédire, encore une fois, toutes ces technologies, le résultat de toutes ces approches omiques fonctionnelles qui vont permettre de voir est-ce que tel gène est exprimé ou pas dans tel type cellulaire ou non, est-ce que la chromatine est compactée ou est-ce qu'elle est ouverte, etc. Et pour vous montrer, là j'ai pris un petit extrait d'une vidéo de Google qu'ils utilisent pour vous montrer un peu maintenant les capacités de ce type de modèle. Est-ce que ça marche? Voilà, donc on part de la séquence d'ADN, on le donne à leur modèle AlphaGénome. Le modèle prédit les résultats de ce type d'expérience. Et grâce à ça, en fait, on va être capable de aussi prédire quelle va être la conséquence d'une mutation, par exemple, dans un gène. Et donc là, ce qu'il montre ici joliment, c'est qu'une mutation d'une seule base dans le gène d'un homme va complètement changer l'expression de ce gène. C'est-à-dire que
en changeant une base, on passe d'un gène qui est produit, et donc d'un humain sans doute sain, à peut-être un gène qui, cette fois-ci, n'est plus exprimé, n'est plus produit, et qui pourrait déclencher des maladies. Donc on commence à apercevoir ici le pouvoir de ces approches afin de notamment comprendre, diagnostiquer des maladies génétiques. Donc on a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'expression des gènes, de la manière dont différentes cellules interprètent de manière différente leur génome. Une contribution majeure de l'intelligence artificielle en biologie a eu lieu récemment, et cette fois-ci était plus sur le repliement et la fonction des protéines. C'est-à-dire qu'il fallait résoudre ce problème on parle de la séquence d'acides aminés, donc on a 20 acides aminés qui sont enchaînés, qui doivent se replier pour donner à la protéine sa fonction. C'est un problème qu'on essayait de résoudre depuis plus de 60 ans. Et il y avait une compétition qui avait été organisée pour que des équipes du monde entier puissent tenter de proposer des solutions. Et vous voyez ici la performance des résultats des équipes au fur et à mesure des années. Donc là, c'est qu'à partir de 2006, 2008, 2010, vous voyez que bon, ça a stagné quand même pas mal. Jusqu'à l'arrivée de Google et AlphaFold, qui, en utilisant en fait, des bases de données massives générées par les chercheurs sur la structure des protéines, ont réussi à entraîner de manière intelligente des modèles d'intelligence artificielle qui sont en effet capables de faire cette prédiction vraiment en fait, très bien. Et là, vous voyez en fait là, ce que ça montre en fait des structures de protéines. Et vous avez, je ne sais plus, c'est en bleu la protéine réelle et en vert la prédiction de AlphaFold. Donc ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, cette forme des protéines détermine en très grande partie leur rôle et leur fonction dans la cellule. Et donc maintenant, c'est ouvert à n'importe qui. Il y a des outils en ligne. Vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez. Vous allez sur le site d'AlphaFold. Vous pouvez donner une séquence d'acides aminés. Elles sont aussi représentées par des lettres. Et puis, le modèle va vous donner une prédiction de à quoi la protéine doit ressembler, avec tout un tas de métriques qui permet de voir est-ce qu'on fait confiance ou pas au modèle. Et donc ça, c'est un outil qui maintenant est vraiment à la portée de tous les chercheurs et qui a accéléré énormément tous les domaines de la recherche en biologie. Et ça a d'ailleurs été récompensé par le prix Nobel de chimie en 2024, notamment Demis Hassabis et John Jumper, qui tous les deux travaillent pour Google, et qui a été, il y a l'autre aussi, une moitié du prix Nobel qui a été attribué à David Baker. Et je vais vous montrer tout de suite c'est quoi. Donc, lui, il a été reconnu pour ses contributions for computational protein design. C'est-à-dire que là, je vous ai montré comment on est capable de prédire la structure à partir de la séquence. Mais en fait, une fois qu'on sait faire ça, on est aussi capable de concevoir de nouvelles protéines. Et donc il y a vraiment une énorme révolution actuelle en cours vraiment à ce sujet. Et d'ailleurs, une grande partie des cours et des séminaires qui ont eu lieu au cours de ces 2 dernières semaines portaient précisément sur ce sujet-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable de concevoir une nouvelle protéine capable de s'attacher par exemple sur une cible. Donc ça, c'est une des contributions du labo de David Baker, où ils arrivent maintenant, en effet, à donner, par exemple, une petite molécule à laquelle on souhaite s'attacher, et le modèle est capable, petit à petit, de reconstruire une protéine qui va, en effet, s'attacher à cette petite molécule. Et c'est des choses qui sont bien sûr testées expérimentalement, et ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche dans bien des cas. Et donc grâce à ça, en fait, on voit comment on va commencer à réussir à concevoir, grâce à ces intelligences artificielles, des nouveaux médicaments qui vont être capables, par exemple, de s'attacher à une molécule, à une cible, à une protéine particulière, pour l'activer, pour l'inhiber et tenter de guérir certaines maladies. Je vais vous donner juste un exemple précis d'un article récent publié l'année dernière, où ils ont utilisé en fait ce type d'approche pour découvrir
un médicament contre la fibrose pulmonaire idiopathique. Et en fait, c'est vraiment une combinaison à la fois des approches omics dont je vous ai parlé, qu'ils ont utilisées. Donc, ils ont réalisé ces approches omics dans des tissus sains versus des tissus malades. Ils ont essayé de comprendre les différences. Et grâce à ça, ils ont essayé d'identifier qu'est-ce qui pourrait être une cible moléculaire pour développer un nouveau médicament. Une fois qu'ils ont identifié un candidat d'une cible moléculaire, qui était cette protéine TNIK, eh bien, ils ont utilisé un autre modèle génératif afin de pouvoir designer une petite molécule chimique qui va être capable de s'attacher à cette cible et de l'inhiber. Et donc c'est ce que vous voyez ici, là, c'est la petite molécule qui est sortie de leur modèle, attachée à la protéine afin de pouvoir l'inhiber. Et ils sont en train maintenant de réaliser des essais cliniques avec cette molécule générée par l'intelligence artificielle pour soigner cette maladie. Alors tout ça, ça donne lieu à beaucoup d'engouement, sans doute un peu trop par rapport à la capacité réelle de ces modèles. Mais on voit des entreprises américaines, dont ce Isomorphic Labs, qui nous annoncent qu'ils vont résoudre, soigner toutes les maladies. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est l'ambition en tout cas et la vision de certains. Je voudrais finalement vous parler, alors je ne sais pas combien de temps il me reste parce que ma montre n'a pas commencé au bon. Je vais regarder que ce ne soit pas non plus beaucoup trop long, non, ça va encore. Je voudrais vous parler un petit peu de quelque chose qui est plus proche du sujet de mes recherches personnelles à l'Institut Pasteur, qui est le travail sur ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. Alors juste par curiosité, qui est-ce qui dans l'audience a déjà entendu parler de CRISPR-Cas9 ? Ouais, allez, on va dire un tiers, c'est déjà pas mal. Alors, CRISPR-Cas9, il s'agit d'une protéine en fait, qui peut agir comme un ciseau capable de découper de l'ADN. Alors là aussi, je crois que j'ai un petit film qui va vous montrer ça. Donc là, c'est la protéine Cas9. Et la particularité de cette protéine Cas9, c'est qu'elle est attachée, vous le voyez ici, à un petit ARN. Et ce petit ARN, ce n'est pas un ARN messager, ce n'est pas un ARN qui va donner lieu à la production d'une protéine, mais c'est un petit ARN qui va guider Cas9 afin de reconnaître une cible précise dans un génome. Donc là, c'est ce que vous voyez. La protéine Cas9, en fait, scanne l'ADN dans la cellule et tente de voir est-ce que c'est capable de s'attacher à ce petit ARN. Et si c'est capable de s'attacher à l'ARN, eh bien, ce que ça va faire, on va le voir là, ça active ici quelque chose et paf, ça découpe l'ADN. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour tout un tas d'applications, y compris en recherche, mais c'est aussi utile pour des développements de thérapie parce que quand on coupe l'ADN comme ça, eh bien, quand il est réparé, la plupart du temps, il est réparé en faisant des erreurs et ça va permettre, par exemple, d'inactiver un gène. Et si on a un gène responsable d'une maladie, eh bien, ça peut permettre d'inactiver le gène responsable de la maladie. Alors, il y a des nouveaux variants maintenant de ces outils qu'on appelle d'édition du génome, et notamment un qui est particulièrement intéressant, où cette fois-ci, on a un peu modifié cette protéine Cas9 pour pas cette fois-ci, elle ne fait pas une cassure dans l'ADN, mais simplement elle va faire une modification chimique sur une base précise de l'ADN. Donc là, c'est vraiment de la chirurgie du génome. On est capable d'aller repérer un endroit précis dans un génome, d'aller modifier vraiment une base spécifique pour tenter, par exemple, de corriger une maladie génétique. Alors là aussi, il y a énormément de contributions d'intelligence artificielle à plusieurs niveaux de cette technologie. Et donc, on a aussi développé tout un tas de méthodes pour générer des données à très haut débit basées sur cette technologie. On est capable, en fait, par des méthodes de synthèse d'ADN, d'aller synthétiser cet ARN que vous avez vu qui va guider le ciseau moléculaire. Et on est capable de faire ça à très haut débit. Donc on va pouvoir aller faire des coupures comme ça, ou des modifications de base, à des centaines de milliers d'endroits en parallèle dans une expérience, et aller en parallèle étudier les conséquences de ces cassures. Ces données à très haut débit vont nous permettre déjà de
d'entraîner des modèles qui vont permettre de mieux comprendre et de mieux utiliser ces outils. Donc on est capable de prédire l'activité des ARN guides. On va être aussi capable de prédire ce qu'on appelle des effets hors cible. Donc vous avez vu que cette protéine Cas9, elle peut couper un endroit. C'est bien quand ça coupe là où on veut, mais c'est moins bien si ça coupe là où on ne veut pas. Parce que si ça coupe là où on ne veut pas, ça peut faire une mutation dans un gène qui peut après déclencher un cancer. Donc c'est très important de s'assurer que ça coupe uniquement là où on veut. Et donc là encore, on génère des données à suffisamment haut débit pour entraîner des intelligences artificielles qui vont nous prédire est-ce que la manière dont on a programmé notre protéine Cas9, eh ben, ça va donner lieu à des effets hors cible ou non. Et ensuite, ça je l'ai déjà un peu évoqué un peu avant, mais le fait de pouvoir à très haut débit aller perturber des gènes, aller les éteindre, faire des modifications, eh ben, ça nous permet de générer beaucoup de données pour comprendre aussi leurs fonctions. Ça je vais sauter vite fait. Et donc pour vous montrer un petit peu les promesses et ce qui a été réalisé récemment grâce à ce type d'outil CRISPR, il y a eu des traitements personnalisés, un traitement personnalisé qui a été conçu en l'espace de quelques mois pour ce petit garçon qui était né avec une maladie génétique. C'était ce gène CPS1 qui était inactif chez lui et qui fait qu'il avait des problèmes de respiration et sa vie était en danger. Et en l'espace de quelques mois, les chercheurs ont réussi à concevoir un outil CRISPR-Cas9 pour aller corriger la mutation responsable de la maladie. Et maintenant, le bébé, a priori, est en bonne santé et se porte bien. Donc là, je vous ai montré un petit peu tout ce à quoi l'intelligence artificielle nous est utile pour résoudre des problèmes scientifiques, comprendre le mécanisme de toute cette machinerie moléculaire. Mais il y a aussi des tentatives, notamment de Google, de faire des intelligences artificielles, peut-être pour même remplacer les chercheurs. Donc bon, on n'y est pas encore, mais ils font quand même des choses intéressantes dans cette direction. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le Google AI Co-Scientist, qui est en gros, on va dire, une version plus de ChatGPT ou Gemini, ou je ne sais pas laquelle vous avez déjà utilisé, où en gros c'est une combinaison de tout un tas d'intelligences artificielles qui vont chacune communiquer entre elles et réagir aux réponses des unes et des autres. Et donc ils ont programmé ce qu'ils appellent ces agents. Donc le scientifique quand même, donc on est encore utile parce qu'on doit quand même donner la question. Mais donc on donne une question, un objectif de recherche. Le système d'intelligence artificielle va commencer à émettre certaines hypothèses grâce à cet agent qu'ils appellent le Generation Agent. Cet agent va proposer des hypothèses qu'il va soumettre à un autre agent. Cet agent, son rôle, c'est de critiquer les hypothèses. Est-ce que c'est bien ou pas ce qui a été proposé ? Derrière, avec les hypothèses et puis la critique des hypothèses, on a encore un autre agent dont le rôle, ça va être de les classer. Est-ce quelle est l'hypothèse qui semble quand même être la meilleure pour répondre au problème ? Ensuite, on a d'autres agents encore. On a ce Proximity Agent dont le rôle, c'est de dire est-ce que cette hypothèse est la même ou pas que celle-là, est-ce qu'elle se ressemble, et ça permet en gros d'aller maximiser l'exploration d'hypothèses le plus différentes possibles les unes des autres. Ensuite, on a encore un agent qui s'appelle Meta Review Agent qui va faire une métacritique de tout ça. Et finalement, un dernier agent qui va tenter d'itérer sur les hypothèses, de combiner différentes hypothèses entre elles afin d'avoir des réflexions vraiment innovantes et de proposer des choses nouvelles. Et donc, ils ont eu une démonstration assez intéressante de ça. C'est des travaux qui sont sortis il y a tout juste quelques mois. Comme preuve de concept, ils ont tenté de voir la performance du modèle pour tenter de trouver des manières de réutiliser des médicaments déjà approuvés pour combattre une leucémie myéloïde aiguë.
Donc la tâche qu'ils ont donnée, c'est en fait, ils ont fourni au modèle une liste de 2300 médicaments qui sont déjà utilisés pour soigner différentes maladies, dont des cancers. Donc parmi ces 2300, elles sont approuvées pour différents types de cancers, et donc 33 types de cancers différents. Et donc le modèle a travaillé pendant des semaines et ensuite arrivé avec un texte pour proposer le fait que tel médicament puisse être utilisé pour ce type de cancer ou non. Ils ont demandé à des experts, des chercheurs, des médecins d'évaluer les performances de l'intelligence artificielle, voir est-ce que ça semblait être des bonnes idées ou pas. Donc là, ils ont leur donné tout un tas de critères qui sont en fait les mêmes critères avec lesquels les chercheurs s'évaluent entre eux. Vous savez peut-être qu'en tant que chercheur, on n'arrête pas de s'évaluer les uns les autres pour qui va avoir des financements ou pas, pour est-ce que les travaux qui ont été réalisés sont bons ou pas. Et donc, voilà, il y a tout un tas de critères. Regardez, est-ce que la proposition est écrite de manière claire et bien organisée? Est-ce que la recherche proposée est originale ou pas? Est-ce que la recherche proposée est basée sur des preuves concrètes ou pas, etc., etc. Et vous voyez que dans à peu près toutes ces catégories, les experts ont dit que ils étaient d'accord ou même fortement d'accord sur l'intérêt de ce que l'intelligence artificielle avait proposé. Donc l'intelligence a proposé en particulier l'utilisation d'un médicament qui c'est ce KIR A6 pour le traitement de cette leucémie. Et donc ils ne sont pas allés jusqu'à des essais cliniques, mais ils ont fait quelques validations expérimentales. Ils ont en effet montré que cette molécule est capable de tuer les cellules de cette leucémie. Voilà, pour conclure, en fait, on retombe sur cette question centrale de la biologie, de est-ce qu'on est capable de résoudre cette équation. La réponse, c'est on en est encore très très loin, pour tout un tas de raisons, mais l'intelligence artificielle nous permet quand même de faire des grands pas en avant dans le domaine. Juste pour vous donner un exemple des défis gigantesques qui restent à relever sur des problèmes particulièrement complexes auxquels je m'intéresse aussi personnellement à l'Institut Pasteur, qui c'est l'impact du microbiote sur notre santé. Le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui colonisent notre organisme, qui sont dans nos poumons, dans notre bouche, dans nos intestins, sur notre peau, etc. Et de plus en plus de preuves montrent que la composition, les déséquilibres de ce microbiote sont liés à des maladies, à des cancers, à des maladies rénales, à des diabètes, etc. Et alors, il faut comprendre que si on veut vraiment être capable d'avoir des modèles prédictifs de ce qui se passe, là, on parle vraiment de problèmes extrêmement complexes. On parle de communautés bactériennes qui comportent des centaines, voire des milliers de bactéries différentes, qui ont toutes des génomes différents, qui se comportent de manière différente. Il faut voir que la majorité des gènes de ces bactéries, on ne connaît même pas leur fonction. Il faut décrypter la manière dont ces bactéries interagissent les unes avec les autres pour être capable de prédire est-ce qu'un microbiote va être capable de s'équilibrer ou au contraire va se déséquilibrer. Il faut être capable de comprendre toutes les interactions de ces microbes avec notre système immunitaire. Et on est actuellement capable de résoudre vraiment peut-être un petit pourcent de toutes ces questions. Donc la tâche reste énorme, on a encore du travail, et je pense que l'IA n'est pas tout à fait prête à nous remplacer quand même. Et juste pour conclure, donc voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu les défis de l'IA en biologie. J'espère que je vous ai convaincu que résoudre cette équation de génotype plus phénotype égale phénotype, ça nécessite en fait un modèle mécanistique complet du fonctionnement de la cellule, de l'organisme et puis de son interaction avec l'environnement. Et on en est encore très loin parce que ne serait-ce qu'il y a la fonction de milliers de gènes qui sont encore pour l'instant complètement inconnus. Je vous ai montré comment en fait pour commencer à décrire ces mécanismes, à être capable de faire des modèles prédictifs de ces mécanismes, on a besoin en fait d'énormément de données et de construire de nouveaux jeux de données. Et très souvent, pour répondre à ces questions, on est même obligé d'inventer
des nouvelles technologies de génération de données. Je vous en ai juste montré en exemple 2, cette technologie de ChIP-seq et celle de DATAC-seq, mais il y en a tout un tas de nouvelles, et tous les ans, les chercheurs inventent des nouvelles technologies qui vont leur permettre de générer les données nécessaires pour répondre à des nouvelles questions. Vous avez peut-être vu aussi qu'en fait, la plupart des modèles d'apprentissage automatique que les chercheurs en biologie entraînent actuellement, ça reste des modèles très spécialisés, qui sont entraînés pour résoudre un problème très particulier. Est-ce que ce facteur de transcription va s'attacher à l'ADN à cet endroit-là ou pas ? Et on comprend bien que si on veut arriver à une cellule virtuelle, eh ben, ça ne va pas marcher de faire plein de petits modèles séparés qui vont répondre aux questions une à une. On va être à un moment donné avoir besoin d'intégrer l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces modèles dans ce modèle d'une cellule virtuelle. Et tout ça, c'est la recherche actuelle qui se passe en intelligence artificielle pour la biologie. Et donc avec ça, je vous remercie pour votre attention. Et